Yo! Bonjour et merci d'être là pour notre 4e épisode de notre 4e saison de mon podcast Un café avec ton courtier. Un épisode un petit peu différent aujourd'hui parce que j'accueille Caroline, ma directrice marketing et opérations non hypothécaires. Elle vient me poser des questions. On voulait donner un peu plus d'informations et on a une conversation intéressante. Plusieurs questions en lien avec les jeunes, les épargnes, l'intelligence artificielle. Donc, beaucoup de questions bien intéressantes d'actualité. Donc, écoutez ça. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Yo! Caroline, allô? Bonjour. Merci d'être avec moi ici aujourd'hui chez Limonade pour une petite question-réponse. Oui, exactement. J'ai préparé des questions. Tu voulais me poser des questions? Pose-les. Absolument. Je t'écoute. Alors, question populaire. Avec la baisse graduelle des taux, l'inflation qui ralentit, est-ce que tu vois des comportements qui changent chez les acheteurs? Oui, dans les derniers mois, la dernière année, même j'aurais envie de dire, les taux ont baissé. Parce qu'on a encore des baisses, on en entend beaucoup, là, c'est médiatisé, comme quoi qu'il y a des baisses, surtout dans le taux variable. C'est les taux directeurs de la Banque du Canada baissent. Ça fait que les taux variables baissent. Par contre, il faut se rappeler que ces taux variables-là étaient plus hauts que les taux fixes. Alors, est-ce que les taux ont vraiment baissé dernièrement? Pas tant que ça. Ceci dit, la médiatisation de tout ça fait que les acheteurs ont un enthousiasme présentement par rapport à l'immobilier en général. Je dirais pas qu'il y a énormément plus d'investisseurs qui sont rentrés parce que les investisseurs, ils catchent que les chiffres sont restés pareils, on s'entend, mais les gens ont envie d'acheter une maison. La valeur des maisons a été gagnée, évidemment. Donc, il y a des transactions qui se passent, alors que ce qu'on ne voyait pas là, en 2023, début 2024, c'était très tranquille. Mais fin 2024 et en 2025, il y a de la transaction qui se passe. Puis on le voit quand on regarde les statistiques immobilières. À tous les mois de l'année, il y a toujours une croissance. C'est pas les plus 20% qu'on voyait, mais à tous les mois, il y a toujours un petit gain, un petit saut de ça a l'air alléchant. 7-9%. Oui, c'est bon. Les courtiers immobiliers sont heureux présentement. Puis si on se projette, les courtiers immobiliers, les courtiers hypothécaires, là, nous autres aussi, on aime ça dans ce temps-là. Si on se projette un peu pour la prochaine année, je pense qu'en 2026, les taux vont rester plutôt bas aussi. Donc, on risque d'avoir une bonne année. Puis ça donne bien parce qu'il y a tellement de gens qui ont acheté ou refinancé à la pandémie et juste après la pandémie, qu'il y a beaucoup, beaucoup de renouvellement. Donc là, les taux semblent vouloir rester bas pour 2026. Par contre, par la suite, j'ai des grandes craintes. Je veux pas prédire le mur nécessairement, mais on a des craintes que les taux pourraient être beaucoup plus élevés, pourraient être une hausse même rapide. Évidemment, la Banque du Canada, quand elle se rend compte que l'inflation a recommencé à galoper, elle ne peut pas dire tranquillement, je vais faire rentrer ça. Elle doit donner un coup et ça pourrait avoir de la stagflation. Bref, ça ne sera pas facile de s'en sortir, ce qui fait que les taux pourraient augmenter beaucoup en 2027-2028. Donc, présentement, c'est le temps. C'est un bon moment pour que ce soit pour faire un refinancement, avoir des projets ou encore acheter une propriété. Et c'est le comportement que les premiers acheteurs ou les acheteurs en général ont présentement. C'est parfait, ça. Donc, deuxième question. Je suis prêt. Évidemment, en ce moment, on parle beaucoup du coût de la vie, du stress financier que ça provoque. C'est quoi la plus grosse erreur que les familles font en ce moment par rapport à la gestion de leur argent, de leurs dettes? Oui. Bien, en premier lieu, je veux parler de l'inflation puis l'incompréhension que les gens vont avoir parfois avec l'inflation. Quand on entend que l'inflation ralentit, il y a des gens des fois qui vont me dire, mais pourtant, moi, j'ai pas l'impression que les prix sont moins chers qu'ils l'étaient l'année passée. Et donc, c'est une incompréhension parce qu'une inflation, c'est une augmentation du coût de la vie ou une augmentation des prix. Donc, si l'inflation est plus basse que l'inflation était l'année dernière, on va dire que l'inflation a ralenti. Mais les prix augmentent encore. Il n'y a pas de moment où est-ce que les bananes se mettent à coûter moins cher, malheureusement. Donc déjà, cette incompréhension-là est importante. Maintenant, les plus grandes erreurs que je vois, évidemment, puis on en parle à chaque épisode, là, mais il va y avoir l'inaction. Autant dans l'immobilier, donc décider de ne pas acheter en attendant que les prix baissent, ce qui arrive ce qui pourrait techniquement arriver, mais ce qui arrive jamais, bizarrement. En tout cas, on est chanceux au Québec, il n'y a pas eu des grosses baisses. Il y a eu des secteurs au Canada où est-ce qu'il y a eu des baisses. Mais bref, il ne faut pas attendre ça parce que ça peut être long avant qu'on attende. Donc, cette inaction-là, autant dans l'immobilier que dans l'investissement. Donc, si je veux investir, que ce soit pour ma retraite, que ce soit pour des projets quelconques, il ne faut pas attendre une chute. Essayer de timer le marché, time the market,
c'est une stratégie qui est perdante. On va manquer le bateau fort probablement. Donc, il s'agit de rentrer, de sauter là-dedans. Finalement, il faut quand même ne pas oublier qu'il va y avoir des impacts qui s'en viennent. J'ai répondu à la dernière question, qu'il pourrait y avoir des taux qui vont augmenter. Mais si on décide de refinancer avec un 2 ans ou un 3 ans, présentement, les taux aux 3 ans dans l'hypothécaire sont très alléchants. C'est les meilleurs taux. Ça, si quelqu'un vient me voir et me dit c'est quoi ton meilleur taux, c'est un 3 ans. Mais dans 3 ans, les taux vont avoir l'air de quoi? Donc, économiser. Ça emmène exactement au 2028 que directement dans le pic. Donc, au sommet d'où est-ce que les taux devraient potentiellement être hauts. Donc, est-ce que ça vaut la peine de payer peut-être un 0,05, 0,10 plus élevé pour les 3 prochaines années pour ne pas être à 2 ou 3% plus élevé? Mais ça peut valoir la peine. On s'entend, ça reste des prédictions. Les boules de cristal sont assez embrouillardées, embuées, enrhumées. Bref, il n'y a pas de prévision parfaite, puis on ne le sait pas. S'il y a une autre pandémie qui devait arriver, ça change tous les modèles prévisionnels. Là, donc, mais c'est ce qu'on entrevoit pour l'instant. Super. Les États-Unis, en ce moment, flirtent avec l'idée de parler d'un amortissement de 50 ans pour les maisons. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que ça pourrait aider peut-être à l'abordabilité? J'avais une petite imitation de Donald Trump que j'avais envie de faire, mais je me suis gardé une petite gêne, heureusement, pour tout le monde. Bonne idée. Le fond, alors, 50 ans d'amortissement, c'est une idée qui est particulière. Donc, premièrement, c'est se dire, OK, est-ce que ce serait une bonne idée d'étirer l'amortissement? Donc, présentement, au Canada, le maximum qu'on peut avoir d'amortissement, présentement, c'est 30 ans, même si on a un produit qui est assuré, donc si on met moins que 20% de mise de fonds, à moins d'être un premier acheteur ou d'acheter une propriété neuve, ça va même être sur 25 ans. Donc, de passer de 25 ou 30 ans aux États-Unis, puis à 50, c'est une énorme augmentation. Je veux savoir, moi, qu'est-ce qui est arrivé avec le modèle à 35 ans, puis à 40 ans, puis à 45 ans? Pourquoi sauter directement à 50 ans? Puis c'est sûr que ça va faciliter la qualification des dossiers. Si on prend le même financement hypothécaire, les versements, donc sur un 30 ans, sur un 50 ans, vont diminuer de presque la moitié. Donc, ça peut devenir beaucoup plus facile de qualifier les gens parce qu'on les qualifie avec leurs revenus et leurs engagements. Les engagements deviennent beaucoup plus petits. Par contre, on va se retrouver à payer fort probablement plus que le double d'intérêt. J'ai vu des estimations, là, parce que là, j'essaie de vous le dire avec sur une maison de 200 000, une maison de 600 000, c'est pas les mêmes calculs, les mêmes impacts, mais les impacts sont huge. Par exemple, sur une maison de 200 000. Ouais. Sur 50 ans, combien qu'on pourrait calculer ça comme ça, là. Ouais. Merci, Caroline. Non, j'ai pas les chiffres aussi précis que ça, mais les intérêts vont doubler. On peut y aller de cette façon-là. Et donc, oui, j'ai un versement moins important mensuellement, mais sur 50 ans, les intérêts deviennent beaucoup plus douloureux. Évidemment, il y a l'argument de dire, ouais, mais si je suis capable de me qualifier, puis ensuite, je rembourserai plus rapidement. Ça peut être une stratégie qui aurait de l'allure, mais connaissant les humains, c'est pas ça qu'on a tendance à faire. On a tendance même à vouloir l'étirer en cours de route. Donc, c'est pas une stratégie que je recommanderais. Puis de toute façon, pour l'abordabilité, si ça nous permet d'acheter des maisons plus chères, ou du moins d'acheter des maisons, si tout le monde devient capable d'acheter une maison plus chère, ce qui va arriver, c'est que le prix des maisons va tout simplement augmenter. Et donc, l'abordabilité, finalement, va être rendue encore pire qu'elle est actuellement parce que les maisons vont juste être plus chères. Oui. OK. Qu'est-ce que tu penses de l'intelligence artificielle, l'explosion en ce moment? Qu'est-ce que ça a comme impact pour le rôle des courtiers hypothécaires? Oui, c'est drôle parce que juste avant qu'on rentre en ondes, je lisais un article qui disait que l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est des language models, donc c'est fait pour être très habile à reproduire de l'intelligence qui existe déjà. Mais, ceci étant dit, je reviens à... Est-ce que l'intelligence artificielle... Donc, présentement, je dirais que l'intelligence artificielle aide beaucoup les courtiers hypothécaires sur l'efficacité. Donc, ça peut être réécrire des courriels, réécrire des documents de recommandations. Il y a plein de façons de faire que ça vient accélérer un petit peu le travail des courtiers. Il y a de l'automatisation. Encore là, la ligne entre l'automatisation et l'intelligence artificielle peut être
difficile à dessiner. Fait que, parce que l'automatisation, ça existait avant l'intelligence artificielle. Donc il y a plein d'innovations technologiques qui facilitent le travail d'un courtier hypothécaire. Un courtier hypothécaire qui travaillait en 2003 avec des fax, je ne sais pas comment il faisait. Donc, évidemment, il y avait moins de documentation demandée dans ce temps-là, mais le travail est rendu plus facile grâce à ces outils-là. Ceci dit, c'est encore très intéressant de voir les mauvaises réponses que des modèles comme ChatGPT, comme Claude, comme choisissez celui que vous voulez. Quand est-ce que ça peut donner des mauvaises informations? Je le vois à toutes les semaines, que ce soit des gens qui m'envoient. J'ai posé la question A, on m'a dit cette réponse-là, c'est-tu vrai? Ou même moi, des fois, je vais encore là, c'est des raccourcis, mais des fois dire ah oui, ça va me faire un courriel un petit peu plus rapide. Donc, demander des choses à chat, puis des fois, comme oh non, ça, c'est pas la bonne réponse. Ça. Donc, l'intelligence de l'humain et la personnalisation qu'un humain peut permettre. Et donc, ça reste là. Fait on n'est pas à la veille que les courtiers hypothécaires soient remplacés. Youpi! Mais les outils peuvent vraiment faciliter notre travail, comme le travail probablement dans beaucoup de marchés. OK. Donc, pour l'instant, c'est pas trop inquiétant. C'est pas trop menaçant, si on veut. D'accord. Avec les taux qui diminuent, qu'est-ce que les familles devraient faire? Est-ce que par exemple, ils pourraient prendre une stratégie de rembourser plus rapidement ou d'investir? Oui. Alors, on voit que présentement, les familles ont du stress financier. On en a parlé un petit peu tantôt. Donc, la question est quoi faire avec si j'ai un peu d'argent de plus? Est-ce que je devrais rembourser mon hypothèque ou est-ce que je devrais regarder pour investir un tout petit peu? Normalement, ma réponse a toujours été de dire, les taux d'intérêt étant à 4 %, si on est capable d'investir de faire un risque raisonnable à 6, 7, 8, 9 %, on est mieux d'investir. C'est comme si on empruntait à 4 pour investir à 6, 7, 8. Donc, c'est gagnant. Fait que tant que les taux restent bas comme ceux-là, moi, je trouve que c'est une bonne idée d'investir plutôt que d'emprunter. Par contre, il y a la possibilité de pouvoir faire les deux à la fois. Notre éducation financière au Québec a été beaucoup de l'idée de dire on doit rembourser on achète une maison, on rembourse l'hypothèque, on met 2 lions en avant, puis à partir de ce moment-là, les lions veulent dire que l'hypothèque est payée. Et ensuite de ça, on commence à investir pour notre retraite. Et il y a des moyens maintenant de faire les deux en même temps et sans augmenter nécessairement les versements mensuels. Parce qu'on le sait, les gens sont souvent maxed out. Là, ils n'ont pas un 250 $ de plus, en plus de leur hypothèque, à mettre de côté. Donc, si on veut être capable d'utiliser le phénomène fantastique qu'est les intérêts composés, on veut commencer à investir le plus tôt possible, mais il y a des stratégies, j'en parle souvent là, de la manœuvre Smith, entre autres, qui va permettre d'investir en utilisant nos versements hypothécaires, donc en utilisant une marge de crédit qui va devenir déductible d'impôt, et surtout, parce qu'on pense souvent à est-ce que je dois baisser mes dettes, qui sont mes négatifs, ou augmenter mes investissements. Mais ce qui est important, c'est la différence entre les deux. C'est la valeur nette qu'on est capable de générer en tant qu'individu, en tant que famille. Fait que la Manor Smith, c'est une des stratégies qu'on utilise pour faire ça. Super, on va t'appeler pour ça. Appelez-moi. On t'a entendu dernièrement sur les réseaux sociaux, j'écoute ça, dire que tu avais eu une grande croissance par rapport à l'an dernier. Est-ce que tu dors? Je dors encore, des fois. Non, mais je blaguais récemment avec quelqu'un qui voulait devenir courtier hypothécaire, puis je disais qu'il y avait 3 types de courtiers hypothécaires. Il y a le courtier hypothécaire qui dort pas parce qu'il est stressé à cause de ses dossiers. Il y a le courtier hypothécaire qui mange pas parce qu'il réussit pas à faire assez de dossiers, donc il réussit pas à générer assez d'argent. Donc, c'est un monde difficile. On travaille très fort. Puis, on est chanceux, on gagne bien notre vie, mais quand ça va bien, ça, c'est tous les travailleurs autonomes, c'est comme ça, c'est famine or feast. Donc, c'est soit qu'on mange trop, soit qu'on mange pas assez. Mais, fait qu'on est toujours stressé de faire faillite, mais heureusement, dans le courtage, ça va quand même bien. Puis, il y a des dossiers qui rentrent, puis on est content. Puis, il y a l'autre partie qui serait vraiment le 1%, là, qui, eux, finalement, c'est des gros courtiers, mais c'est difficile de leur parler parce que finalement, quand tu appelles pour pouvoir parler au courtier, tu ne parles pas à lui, tu parles à quelqu'un de son équipe. Fait que ça, c'est comme le 1%, le 1%. Puis après ça, tu as les 2 autres catégories. Je suis vraiment content d'être dans ceux qui ne dorment pas et pas être dans ceux qui ne mangent pas. Mais je travaille sur ça, le sommeil. Oui. Petit équilibre à trouver. Oui. OK. Pour épargner en vue d'un premier achat, comment on peut savoir si on devait privilégier un CELI, un CELIAP, un REER? C'est quoi la différence entre les 3? C'est des bonnes questions. Merci, Caroline.
évidemment, l'important, c'est d'aller chercher une mise de fonds. Fait que, tu sais, des fois, moi, je vais dire, l'important, c'est que tu épargnes. Après ça, dans quel régime, dans quel véhicule, c'est secondaire. L'important, c'est d'épargner. Mais évidemment, chaque véhicule, chaque programme d'investissement ou chaque programme d'épargne va avoir des avantages qui vont être différents. Pour acheter une première propriété, normalement, je ne recommanderais pas le CELI pour la simple et bonne raison que le CELI, quand on va parce que les deux autres vont amener des déductions d'impôts. Alors, le CELIAP, je commence par le REER qu'on peut rapper. On peut rapper jusqu'à 60 000 $ par personne. Donc, si c'est un couple, vous pouvez rapper jusqu'à 120 000 $. L'impact négatif qu'on va me donner parfois sur le RAP, c'est qu'il faut le rembourser. Donc, on a 15 ans pour rembourser le montant qu'on a sorti de nos REER. Mais on ne le rembourse pas. C'est pas comme si c'était une pénalité qu'on avait à payer. On doit remettre dans nos propres épargnes pour notre propre retraite le montant qu'on a utilisé. Puis on a 15 ans pour le faire. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Donc, on prend le montant qu'on a emprunté, on le divise par 15. C'est ce montant-là qu'on doit faire par année. Bon. Alors ça, c'est le REER. Donc, le REER/RAP. Le CELI, lui, ce qu'il va faire, c'est quand on met de l'argent à l'intérieur du CELI, on va pouvoir, quand on va la retirer, les gains en capital ne seront pas imposés. Donc, les gains, donc si on a placé 10 000 $, il y a 5 000 $ qu'on veut sortir. Les intérêts qu'on fait. Les intérêts, ou ça peut être des intérêts, ça peut être des dividendes, ça peut être les gains. Donc, les gains, le 5 000 $ de gains, lui, il devrait être imposé. Mais s'il était en CELI, il ne le sera pas imposé. Ça peut être, mais moi, je trouve ça intéressant lorsqu'on doit mettre l'argent pendant une très, 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 très longue période. Okay. Le CELIAP, c'est comme si le REER et le CELI avaient eu un bébé ensemble parce qu'ils ont les avantages des deux. Donc, le CELIAP va donner une déduction d'impôt lorsqu'on investit à l'intérieur de celui-ci et va faire comme le CELI où est-ce qu'on n'aura pas d'impôt à payer sur les gains. Il y a des maximums, c'est 8 000 $ par année. Mais important à savoir que si on a ouvert le CELIAP l'année dernière, même si on a investi seulement 1 $, mais la cotisation maximale va avoir grandi quand même. Donc, on va avoir le 8 000 $ de l'année dernière. Même si on a investi seulement on a 8 000 $ de cotisation possible et un autre 8 000 $ pour cette année. Et donc, on peut utiliser 16 000 $ à ce moment-là. Donc, la capacité grandit à chaque année. Exact. Et le dernier petit truc, des fois, c'est que des fois, on peut combiner les deux programmes, surtout le RAP et le CELIAP. Donc, si on a beaucoup d'argent en RAP, puis on a une cotisation disponible, mettons, de 16 000 $, on pourrait prendre l'argent du REER qu'on RAP, le mettre en CELIAP, avoir une autre déduction fiscale et utiliser tout cet argent-là pour la mise de fonds. C'est possible. On appelle ça le double dip et c'est un avantage à réfléchir. Oui, très avantageux, ça. Caroline, on a le temps pour une dernière question. Je suis désolé, il faut que tu fasses des choix. OK. La génération, là, les jeunes qui ont environ 15-20 ans, là, est-ce que tu penses qu'un jour, ils vont pouvoir avoir accès à la propriété? Je l'espère fortement. Je pense que oui. Mais dans le fond, parce que le défi, la question, c'est est-ce qu'il va y avoir encore des maisons? Oui. Les gens vont encore avoir besoin de se loger, ça c'est certain. Il y a la crainte, on en entend un petit peu moins parler, là, mais il y avait un bout de temps où est-ce qu'il y avait une grosse crainte que c'était pour être des grosses compagnies qui étaient pour acheter des quartiers au complet. On l'a vu aux États-Unis, ils achetaient des quartiers presque au complet et ensuite ils relouaient les maisons. Donc évidemment, si tu as tellement les reins solides que tu peux acheter un quartier au complet, ben après ça, tu peux vraiment contrôler le loyer. Ça veut dire, ben, OK, mais je vais te louer à 2 000 $ de plus. Ben, OK, mais qu'est-ce que tu vas faire si tu n'es pas content avec le 2 000? Parce que j'ai tout le quartier au complet, puis partout, j'ai augmenté 2 000 $ de plus. Donc, cette crainte-là était définitivement là. Ça s'est un peu estompé parce que l'immobilier a cessé de croître à une vitesse excessive. Les compagnies, la raison qu'ils faisaient ça, c'était pas vraiment pour augmenter les loyers, c'était beaucoup pour acheter. On loue, nous, on est content parce que les valeurs augmentent, puis on revend quand on va décider de vouloir revendre, puis on va faire un gros gain. L'immobilier ayant ralenti sa croissance, on le voit moins ça. Puis je pense que c'est une situation qui est heureuse. Je pense que c'est une bonne affaire. Ouais, Ceci dit, la hausse est déjà là. T'sais, il y a déjà eu des hausses importantes dans l'immobilier qui fait que, on entend souvent parler, les baby boomers étaient capables d'acheter une maison avec, ils échangeaient ça contre 3 billes, puis 2 plumes, puis ils pouvaient acheter la maison. Je exagère, mais pas autant. Bref, c'était facile dans ce temps-là d'acheter une maison, alors que maintenant, c'est très difficile. Et je pense qu'il va falloir que
il y ait un partage générationnel d'une certaine façon. Les boomers ayant été chanceux, ils ont pu acheter ces propriétés-là plus facilement, mais ils vont devoir faire une planification au cœur de leur planification de retraite de comment je vais faire pour aider mes enfants à acheter une propriété. Ce qui amène un autre problème, évidemment, c'est les riches, il y a les haves and les have-nots, donc ceux qui ont de l'argent parce qu'il y avait des parents, et ceux qui n'ont pas de parents, donc les nouveaux arrivants, ou des gens que leurs parents n'ont pas eu ces chances-là. Et donc, tu pars comme avec une prise, là, alors que les autres, c'est beaucoup plus facile parce que papa peut donner, ou papa ou maman, peut donner la mise de fonds ou peut aider avec le financement ou quoi que ce soit. Donc oui, mais je pense que nos habitudes, on le voit de plus en plus, là, le financement par la banque de papa et maman, mais ça va devenir de plus en plus normal, je pense. Parce que là, présentement, moi, je le vois, mes clients, j'ai beaucoup de clients qui sont comme à leur deuxième transaction, puis eux, ça va bien, là. Tu sais, les gens qui ont acheté en 2017, leur maison a pris de la valeur, puis là, ils veulent racheter une autre maison plus grande ou plus petite en 2025. Ils n'en ont pas de problème parce qu'ils ont profité de la hausse de l'immobilier. Ça va bien, leurs affaires. C'est ceux qui veulent essayer d'acheter une première propriété présentement, que là, tout le monde se bat pour des condos, des condos qu'on va appeler pour les premiers acheteurs, les premiers accédants, les primo-accédants à la propriété. Et voilà. Fait que c'est eux autres qui ont besoin souvent des lettres de don de papa, de maman, de mon oncle ou même d'aide, d'avoir un garant ou quelqu'un qui va s'ajouter sur un endosseur, merci, qui va s'ajouter sur le prêt. Ouais. Donc, commencer à économiser jeune. Absolument. Puis c'est là que les programmes comme le CELIAP sont hyper importants. Le REER, c'est bon, mais c'est parce que le REER, pour que ça se vaille la peine de placer de l'argent en REER, faut que tu aies des revenus imposables. Si tu n'en as pas, ça vaut moyennement la peine. Bref, tout ça, c'est toujours une stratégie à regarder avec un conseiller financier ou un planificateur financier, mais c'est important d'utiliser toutes les opportunités d'économiser pour pouvoir... et les parents, cotiser au REE de vos enfants. Vous ne le savez pas, parce que peut-être que ça va être pour leurs études, oui, mais c'est peut-être leur future mise de fonds aussi, le REE. Puis avec la magie des intérêts composés, il n'y a jamais de moment... C'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour pouvoir commencer à investir et à construire notre futur. Ou il va y avoir une bombe et on va tous mourir. C'est l'autre option. 2 scénarios seulement. Voilà. Merci, Caroline. Mais merci à toi d'avoir répondu à toutes mes interrogations. Merci de t'être déplacée. Merci d'être venue ici. Toujours agréable de vous côtoyer, Madame Caroline. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais l'expliquer. Parce que Caroline, c'est ma directrice marketing et directrice des opérations non hypothécaires. Donc, moi, j'essaie beaucoup de me focusser, de me concentrer sur les opérations, sur l'hypothèque, les stratégies hypothécaires, la manœuvre Smith, les mises à part de l'argent, toutes ces stratégies-là, ou même des fois d'emprunter avec l'hypothèque, réussir à acheter une maison. Pour faire ça, il faut avoir les mains dedans. Donc, à chaque fois qu'on parle de faire un podcast, faire une vidéo pour les réseaux sociaux, organiser un événement, assister à un événement, faire un webinaire, aller à un séminaire, vous voyez qu'il y en a des situations où est-ce que ça nous sort de notre focus. Et donc, Caroline s'occupe de tout ça pour moi. Je suis très content de l'avoir. Surtout toi, tu veux tout faire. Moi, je veux tout faire. Surtout si ça coûte l'argent. Oui. Non, mais j'aime beaucoup ça, être connecté à mes clients, à mon réseau, à ma communauté. Donc oui, c'est vrai que je veux faire bien des affaires. Mais merci parce que grâce à toi, je peux presque faire tout sauf quand tu dis non. Merci d'être dans notre équipe. Merci. Et je te souhaite une bonne journée. Va travailler maintenant, c'est assez. D'accord, merci. Merci beaucoup à Caroline d'avoir été présente avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir de discuter hypothèque et finances personnelles avec elle et avec vous. Si vous avez des commentaires, vous avez aimé cet épisode-là, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller sur les réseaux sociaux, Saint-Lô Hypothèque ou Pierre-Alain Saint-Laurent. Et au plaisir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.